Rebonjour tout le monde, me revoici en ligne pour le deuxième cours de cette série, donc le cours qui correspond à la semaine 13, j'utilise des numéros de semaine, et la semaine 13 c'est donc la semaine du 23 au 27 mars. Donc c'est le cours qui est valable pour mes 3 classes de physique 100. Alors, le programme aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur la décomposition des forces, dans le cas particulier d'un plan incliné, qui est un cas important, et on va faire toute une série d'exercices sur la décomposition des forces. Donc on va faire pas mal d'exercices d'application. La décomposition des forces est une chose dont on a déjà parlé au cours précédent. Au cours précédent, vous vous souvenez peut-être, si vous ne vous souvenez pas, retournez voir, il y avait un exercice dans lequel on vous donnait une force et on vous demandait de décomposer cette force, de trouver 2 forces qui sommées vous donnent cette force-là. Okay? Donc si cette force-là, je l'appelle force résultante, parce que maintenant on fait les choses à l'envers, on va de la force résultante vers les forces qui sommées donnent la force résultante. Eh bien, si on cherche 2 forces qui sommées vous donnent la force FR, vous avez une solution qui est toute simple, c'est de faire une projection horizontale de la force FR et puis une projection verticale. Et puis ces forces-là, vous pouvez les appeler F2 et F1 par exemple, et maintenant vous pouvez écrire que la force résultante est la somme vectorielle de F1 et F2. Donc, prendre une projection horizontale et une projection verticale, c'est la manière la plus simple de faire les choses, mais dans des situations physiques, on n'a pas forcément intérêt, on n'est pas forcément intéressé à décomposer une force dans une direction verticale et horizontale. On peut être amené, par exemple sur un plan incliné, à décomposer une force dans des directions qui seront la parallèle au plan incliné et puis la perpendiculaire au plan incliné. Alors, quand on avait fait cet exercice, je vous avais dit qu'en fait, vous aviez une infinité de solutions pour un problème comme ça. Parce que là, j'ai choisi de projeter sur des directions horizontales et verticales, mais j'ai la liberté de projeter sur n'importe quelle direction. Donc, je peux définir des directions. Ici, par exemple, je définis n'importe quelle direction, ces 2 directions-là. Okay? Et maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver les composantes de la force résultante FR dans ces 2 directions? Eh bien, je construis mon parallélogramme, entre guillemets, à l'envers, c'est-à-dire que je vais retrouver les côtés du parallélogramme à partir de la force résultante, qui, elle, doit se trouver sur la diagonale du dit parallélogramme. Donc voilà, je peux faire comme ça, et j'obtiens ici une force que je peux appeler F1, ici une force que je peux appeler F2, ok, et je peux écrire exactement la même identité que ça, la force résultante, c'est la somme de F1 et de F2. Un autre exemple, je prends de nouveau mon vecteur ici FR, c'est pas exactement le même mais c'est égal, et bien maintenant je peux choisir comme direction, par exemple cette direction là et cette direction là, ok. Alors comment est-ce que je fais la projection? Là, il faudra probablement que j'aille un petit peu plus haut. Ok, réfléchissez un petit moment. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez tracer une parallèle à cette direction-là depuis le sommet de la force qui est là. Alors oui, ça arrive juste au bout de la feuille. Ça arrive juste au bout de la feuille. Voilà. Et puis ici, vous allez tracer une parallèle à cette direction-là, depuis le sommet de la force FR. Vous voyez que j'ai été bien inspiré de prolonger cette ligne. Et donc maintenant, je trouve 2 forces. Alors évidemment, ces forces, elles sont plus grandes, parce que l'angle entre les 2 directions que j'ai définies là est plus grand.
donc c'est normal. Ok. Et là maintenant, j'ai donc de nouveau cette identité-là, la force FR, c'est égal à la force F1 plus la force F2. Donc vous avez différentes manières de faire, et nous, sur le plan incliné, eh bien, on va choisir les directions dans lesquelles on projette en fonction de la physique. C'est-à-dire, on va vouloir avoir une projection sur l'axe parallèle au plan parce que c'est là que se déroule le mouvement, et on va avoir une projection sur l'axe perpendiculaire au plan parce que c'est dans cette direction-là que vivent les forces de soutien, par exemple. Ok. Alors, prenons la page 24 du cours. Ok. Comment décomposer une force? Il est utile de faire l'opération inverse de l'addition. La décomposition, c'est l'opération inverse. On peut ainsi décomposer une force en deux forces ayant le même effet que la force initiale, évidemment, puisque ces deux forces sommées vous donnent la force initiale. Par exemple, pour décrire un objet immobile, alors je m'arrête un instant là, quand vous voyez dans un énoncé qu'il est marqué « objet immobile », vous devez avoir immédiatement le réflexe de vous dire « ok, ça veut dire que la somme des forces vectoriellement vaut 0 ». Un objet immobile est un objet pour lequel les forces sont toutes compensées. La force résultante sur l'objet doit être nulle. Cette somme des forces, c'est ce qu'on appelle aussi la force résultante. Donc vous devez avoir ce réflexe. On verra que ce fait-là, c'est une conséquence de la première et de la deuxième loi de Newton aussi, qui sont les lois fondamentales de la dynamique. On verra ces lois plus tard. On verra que le fait que la somme des forces soit nulle n'est pas vrai que pour les objets immobiles, elle est vraie aussi pour les objets qui se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Mais pour l'instant, on fait de la statique, on s'occupe des objets immobiles. Quand, dans un énoncé, il est marqué qu'un objet est immobile ou à l'équilibre, ce qui veut dire la même chose, eh bien, vous savez que la somme des forces doit être égale à 0. Alors on vous dit, par exemple, pour décrire un objet immobile de ce moment, il est utile de tracer l'opposé de la force de pesanteur moins Fp, puis de décomposer cette force en une force de frottement et une force de soutien. Ok, mais pour tracer l'opposé de Fp, il faut déjà tracer Fp. Ok. Alors ici, Fp vaut quoi? On n'en sait rien, parce que la masse n'est pas donnée. Alors on va se donner une masse. Ok. On va se donner une masse de 12 kg. Je ne mets pas des chiffres ronds, je ne mets pas 10 pour qu'on puisse distinguer ça de G. Et donc la force de pesanteur, graphiquement, on peut la représenter comme la masse fois G. Et le G, on l'arrondit à 10, 12 fois 10, ça fait 120 newtons de force de pesanteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se donner comme échelle? Eh bien, j'ai pas envie d'avoir des vecteurs immenses ici. Donc, si on se donne 1 cm pour 40 newtons, par exemple, ça ira bien. Parce que à 1 cm pour 40 newtons, cette force-là va nous donner un vecteur de 3 cm de long. Très bien. Alors, je vais tracer donc mon vecteur force de pesanteur. J'ai ici une masse. Au milieu de la masse, je trace un point. C'est important, s'il vous plaît, faites-le. Ne tracez pas vos flèches n'importe comment et n'importe où. Et puis, depuis ce point au centre de la masse, on va tracer toutes les forces qui agissent à cet endroit-là. Et donc, on va tracer une force de pesanteur qui est verticale. Et on a dit qu'on faisait un vecteur de 3 cm de long. Donc, on va tracer un vecteur de 3 cm de long. Magnifique, c'est Fp. Alors, si Fp est là, évidemment, moins Fp, ce sera un vecteur qui va être opposé à Fp et qui va avoir, lui, une longueur égale de 3 cm, mais vers le haut. Très bien, on a tracé Fp. Moins Fp. Bien, maintenant, il faut qu'on décompose ce moins Fp dans les directions qui nous intéressent. Okay ? Et donc là,
on n'a plus une infinité de choix comme tout à l'heure, mais nos choix, ils sont restreints par la situation physique. La situation physique, c'est celle d'un bloc qui, s'il n'était pas retenu, glisserait le long du plan incliné. Donc la direction du mouvement, c'est une direction qui sera parallèle au plan incliné. Et ça, c'est une des deux directions qu'on va choisir pour décomposer notre vecteur moins fp. Ok, ça, c'est la direction du mouvement et cette direction, elle est parallèle au plan incliné. Ok. Et puis l'autre direction, qu'est-ce que ça pourrait être? L'autre direction qui nous intéresse, c'est évidemment la direction perpendiculaire au plan, parce que c'est le long de cette direction que vivent les forces de soutien, les forces d'appui, etc. Okay, ça, c'est les deux directions dans lesquelles on a un intérêt physique à regarder quelles sont les forces. Si je prends cette direction-là, par exemple, la force dans cette direction-là, elle n'a aucune importance physique, elle ne m'intéresse pas, je ne peux rien calculer avec ça. Okay, donc je prends ces deux directions-là, une qui est la direction du mouvement et une autre qui est la direction du soutien, on va dire, et c'est une direction qui est perpendiculaire au plan. Très bien. Alors maintenant, on va décomposer ce moins fp comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va tracer là une parallèle à la direction perpendiculaire au plan. Et puis ici, on va tracer, on va projeter dans une direction qui est parallèle au plan lui-même. Et de cette manière, on va obtenir deux forces que je vais mettre en vert pour faire joli. On va trouver deux forces, une force qui est ici et une force qui est là. Alors c'est qui ces deux forces? La force qui est là, vous la connaissez en principe. Hein? Cette force qui est là, c'est la force de soutien. Okay? Et puis la force qui est ici, ça peut vous surprendre, mais vous verrez, c'est ça. La force qui est là, c'est la force de frottement. Et donc ça répond à la question de l'exercice. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est la force de frottement et ça, c'est la force de soutien? Parce que là, on a décomposé moins fp. Hein, ce vecteur-là, c'est moins fp. Mais fp, on peut le décomposer aussi. On peut le décomposer de la même manière. fp, je le décompose selon les mêmes deux axes. Donc je trace des parallèles. Je trace un parallélogramme qui, dans le cas particulier, est un rectangle. Et là, je vais pouvoir tracer deux forces, aller en rouge. Ok, on a une force qui est ici, et on a une autre force qui est là. Alors ces deux forces, on a l'habitude de les appeler force parallèle pour la force qui est parallèle au mouvement, et force perpendiculaire pour la force qui est perpendiculaire au mouvement. Ça, c'est une notation qui est très générale, que vous pouvez adopter pour tous les dessins de plans inclinés, etc. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans la direction du mouvement, on a un équilibre entre deux forces, entre la force parallèle qui tire le système vers le bas, mais comme le système est à l'équilibre, il faut que cette force parallèle soit compensée par une autre force, et l'autre force qui existe ici, manifestement, puisque l'objet est immobile, c'est une force de frottement. S'il n'y avait pas de force de frottement, l'objet se mettrait naturellement à glisser le long du plan incliné, il ne serait pas immobile. Okay? Donc le fait que l'objet est immobile implique qu'on a ici soit une force de frottement qui empêche l'objet de descendre le long du plan, soit éventuellement une force de tension avec un fil qui retient la masse, on le verra sur d'autres exercices. Okay? Mais vous avez besoin d'une force qui compense la force parallèle qui, elle, cause le mouvement. Et puis dans l'axe vertical, perpendiculaire au plan, qu'est-ce que vous avez? Bien, vous avez une force perpendiculaire qui est la force avec laquelle l'objet appuie sur le plan incliné, et le plan incliné répond par une force de soutien qui est perpendiculaire à lui-même et opposée à la force d'appui, à la force perpendiculaire.
D'accord? Donc maintenant, vous avez un équilibre entre ces quatre forces que je peux écrire formellement de cette manière. Il faut bien faire attention à quelle force je somme, hein, parce qu'on a 6 forces maintenant dans le dessin, mais les deux forces FP et moins FP, je les ai décomposées. Donc on va faire comme si elles n'étaient plus là, et on va considérer uniquement les 4 forces qui sont là, qui sont le résultat de la décomposition. Et ces 4 forces, c'est quoi? C'est la force perpendiculaire, plus la force parallèle, plus la force de soutien, plus la force de frottement. Alors la somme de ces forces, qu'est-ce qu'elle vaut? Comme l'objet est immobile, par définition, la somme de ces forces, elle vaut 0. D'accord? Et donc, en conséquence, on a effectivement une situation d'un objet qui est posé sur un plan incliné et qui ne bouge pas. Ok? Alors, si vous avez de la peine avec ça, réécoutez, revenez en arrière, et ensuite, essayez, s'il vous plaît, de faire l'exercice en bas de la page 24. Je vous laisse un petit moment, interrompez, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice et revenez avec moi quand vous aurez fini. Très bien. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne une échelle. Okay, donc on n'aura pas besoin de la déterminer vous-même. 1 cm pour 10 newtons. On a un corps de 3,57 kg. Okay. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est quelle est l'intensité de la force de pesanteur. Donc l'intensité, c'est la norme du vecteur. Okay, c'est une petite piqûre de rappel. La force de pesanteur, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la masse fois G. Et donc, je peux approximer G à 10 et je vais approximer la masse aussi. Ça vous fait ça vous fait 35 newtons de force de pesanteur. Pourquoi est-ce que là, on a une valeur précise? C'est parce que ça a été écrit par un prof qui voulait que vous utilisiez 9,81. Si vous utilisez 9,81, ça vous donne 3,5. Dans les épreuves, je ne vous mettrai pas un truc comme ça. Il faudrait en fait que je change ça dans mon cours. Bref. Alors, dessinez la flèche représentant la force de pesanteur FP subie par le corps. Alors, cette flèche, quelle longueur elle fera? Eh bien, 35 newtons à 10 newtons par centimètre, ça va donc nous faire un vecteur de 3,5 cm de long. Et ce vecteur, je vais le mettre où? Eh bien, je vais le dessiner quelque part. D'abord, je dessine une masse sur le plan incliné, n'importe où, vers le milieu. Je dessine un point au milieu de la masse qui sera le point d'application de toutes mes forces. Et là, je dessine un vecteur force de pesanteur qui est dirigé vers le bas et dont la longueur est de 3,5 cm. Ok? Ça, c'est le vecteur FP. Le fait que le vecteur se termine tout près du bas du plan incliné n'a aucune espèce de signification. Je le répète, mais je sais que dans les épreuves, vous allez quand même, ou c'est ceux d'entre vous qui s'en fichent un petit peu, vous allez toujours me dessiner des vecteurs qui correspondent aux grandeurs sur les dessins. Non, la longueur du vecteur, elle est déterminée uniquement par la force que ce vecteur représente et par l'échelle. Et des fois, ça arrive près de traits de construction. C'est totalement par hasard. Ça n'a aucune espèce de signification. Voilà. Donc, on a fait le B. Et maintenant, on vous demande de dessiner l'opposé de la force de pesanteur. Alors, l'opposé de la force de pesanteur, eh bien, ce sera un vecteur opposé au vecteur FP. Et donc là, j'ai un tout petit peu de peine à voir. Voilà, 3,5 cm, ça fait là. Ça, c'est le vecteur moins FP. D'accord? Et maintenant, on vous demande de construire les forces de frottement et de soutien. Donc là, il faut que je décide selon quelle direction je vais décomposer mon vecteur. Eh bien, les directions, c'est comme tout à l'heure. J'ai une direction qui est la direction parallèle au plan, c'est la direction du mouvement. Et une autre direction qui est la direction perpendiculaire au plan. Voilà.
Alors, je vais décomposer mon vecteur FP dans ces deux directions. Donc, je tire une parallèle à la direction perpendiculaire au plan et ça va me mener à peu près là. Je tire une parallèle au plan, ça va me mener à peu près là. Et donc, j'ai maintenant deux vecteurs de projection du vecteur moins FP. Okay. Et ces deux projections, qu'est-ce que c'est? Eh bien, celle-là, c'est la force de soutien. Et celle-ci, c'est la force de frottement, exactement comme tout à l'heure. D'accord? Et vous pouvez faire la décomposition d'FP si vous voulez, comme tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait. Maintenant, on vous demande de déterminer les intensités de ces forces. Là, vous avez une force qui fait 1,5 cm. Donc la force de frottement, elle vaut environ 15 newtons, puisqu'on est à 10 newtons par centimètre. Et ici, on a une force qui fait 3 cm de long. Donc la force de soutien, elle vaut environ 30 newtons. Je vous encourage à vérifier que 30 plus 15, ça n'est pas égal à 35. 35, c'est l'intensité de la force de pesanteur, et 30 et 15, c'est l'intensité des deux forces. Vous voyez que c'est pas égal. Autrement dit, l'intensité de la force de frottement plus l'intensité de la force de soutien n'est pas égale à l'intensité de la force de pesanteur. Par contre, additionné vectoriellement, la force de frottement plus la force de soutien vous donne bien la force de pesanteur. Et cette addition-là, je vous le rappelle, c'est l'addition vectorielle entre vecteurs. Ce n'est pas l'addition scalaire de 2 plus 2 égale 4. Voilà. Exercice suivant. Je suis désolé pour tous ces petits points que causent mes stylos. Je vais peut-être prendre page par page. Voilà, ça ira mieux. Alors, vous devez résoudre graphiquement sur les dessins donnés ci-dessous. Pour la question A, vous avez deux forces qui agissent et vous devez dessiner une troisième force pour qu'elle reste immobile. Quelle est l'intensité de cette force? On verra, la question n'est pas évidente. Donc ça, ici, c'est l'énoncé pour la question A. Ça, ici, c'est l'énoncé pour la question B. Ça, ici, c'est l'énoncé pour la question C. Et ça, ici, c'est l'énoncé pour la question D. Je vous laisse faire cet exercice et puis vous revenez quand vous avez terminé pour la correction. Voilà, j'espère que vous avez réussi. C'est vraiment important que vous arriviez à faire ces choses tout seul, hein, parce que pendant une épreuve, vous allez être seul. Deux forces agissent sur une balle immobile. Question A, dessiner une troisième force sur cette balle pour qu'elle reste immobile. Quelle est l'intensité de cette force? Ah! Alors, intuitivement, vous la mettriez où, cette troisième force? Évidemment, vous allez la mettre par ici. Hein, parce que vous avez deux forces qui ont un effet combiné de tirer vers la gauche, vous allez avoir besoin d'ajouter une force qui tire vers la droite. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va d'abord calculer la force résultante de F1 et F2. Pour calculer la force résultante, pour déterminer la force résultante graphiquement, je trace mon parallélogramme. Et de même, ici, je trace ma parallèle. C'est un peu difficile à voir avec le bouton rouge au milieu, mais bon, voilà. Ok. Et donc, là, je trouve une force résultante que je dessine à partir du centre de l'objet. Je trouve ici une force résultante qui a une certaine valeur. Et si je veux compenser cette force résultante pour que la somme des forces soit nulle, eh bien, je dois ajouter une force dans la direction opposée. Là, j'ai 4,3 cm. Donc, je vais tracer une force de 4,3 cm dans la direction opposée. Et cette force-là, c'est la force F0. Dessiner une troisième force, on va l'appeler F0 que j'ajoute. Maintenant, on vous demande l'intensité de la force. Malheureusement,
Les intensités des autres forces ne sont pas données. Donc cette question-là, on ne peut pas y répondre dans cet exercice petit a. On pourra par contre y répondre dans les exercices suivants, vous allez voir. Exercice petit b, une balle de 2,5 kg est posée sur une table, elle est immobile, dessinez toutes les forces qui agissent sur cette balle. Ok. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de calculer la force de pesanteur. La force de pesanteur, c'est la masse fois G. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez que le G, on l'approxime à 10. Votre balle fait 2,5 kg. Donc, la force de pesanteur fait environ 2,5 newtons. Comme échelle, qu'est-ce qu'on va se donner? Eh bien, je vous suggère de continuer avec 1 cm pour 10 newtons. Ça nous fait donc, pour cette force-là, un vecteur de 2,5 cm qui nous donne la force de pesanteur. Je trace un point au milieu. Je trace une force de 2,5 cm vers le bas, que j'appelle Fp. Ok. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on veut dessiner toutes les forces qui agissent, il faut qu'on dessine maintenant la force de soutien qui agit également. Et la force de soutien, elle agit vers le haut avec la même intensité que la force de pesanteur. Donc voilà la force de soutien qui est tracée. Et puis la force de soutien, qu'est-ce qu'elle a comme intensité? Elle a aussi 25 newtons comme intensité, vu que c'est l'opposé de la force de pesanteur qui vaut 25 newtons. Ok? Muy bien. Question C, on a maintenant une balle de masse 2 kg. Alors, si vous avez une masse de 2 kg, ça vous fera une force de pesanteur de 20 newtons environ, et on garde l'échelle de 1 cm pour 10 newtons. Donc là, si je veux dessiner ma force de pesanteur, je vais tracer un point au milieu de la boule et je vais dessiner un vecteur de 2 cm de long vers le bas. Ça, c'est la force de pesanteur de cette boule. Mais maintenant, il faut qu'on dessine toutes les forces qui agissent sur cette boule. Et vous voyez que là, les forces, il va y avoir des forces dans la direction de la ficelle qui tient la boule, et puis il va y avoir des forces dans la direction perpendiculaire au plan incliné sur lequel se trouve la boule. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez tracer votre force moins Fp, et vous allez décomposer cette force moins Fp dans les deux directions qui nous intéressent, qui sont donc la direction du mouvement s'il y avait mouvement, c'est-à-dire que si on coupe la corde, le mouvement va se faire dans cette direction-là, et puis le mouvement dans la direction perpendiculaire où on trouvera les forces de soutien. Et on fait maintenant la décomposition, donc on trace une parallèle à la direction perpendiculaire, une parallèle à la direction parallèle au plan, et on se retrouve avec deux forces, une qui est là, et l'autre qui est là. On a dessiné les vecteurs, maintenant il faut les identifier, ces forces. La force qui est perpendiculaire au plan et qui repousse la boule vers le haut, ça c'est bien sûr la force de soutien du plan. Et puis cette force-là, eh bien tout à l'heure dans une situation analogue, on avait dit que c'était la force de frottement. Là c'est pas la force de frottement, parce qu'il y a une corde qui tient cette boule, et dans une corde, on appelle tension la force qui agit. Okay, la tension, c'est la force dans une corde. Voilà. Donc on a déterminé la force de soutien, la force de tension. Et puis si on veut déterminer toutes les forces, il faut peut-être aussi qu'on décompose le vecteur Fp lui-même, là en bas. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme force? On va trouver, alors je vais les faire en rouge, celle-là. On va trouver ici une force qu'on va appeler, comme d'habitude, force perpendiculaire. Et ici une force qui est la force qui va dans la direction du mouvement, qu'on va appeler, comme d'habitude, la force parallèle. Et donc maintenant, les quatre forces
importante, relevante sur le plan physique dans cette situation, ce sont les 4 forces: force de soutien, force perpendiculaire, force de tension, force parallèle. Parce que les forces de pesanteur M-Fp, on les a décomposées, donc on peut les oublier. Leur effet est pris en compte par les 4 forces qui sont là. Et donc vous avez ici un équilibre entre 4 forces. La force de soutien qui compense la force perpendiculaire, la force parallèle qui compense la force de tension. Ou plutôt la force de tension qui compense la force parallèle, si vous préférez. Et puis si on veut avoir l'intensité de ces forces, eh bien, il suffit de les mesurer. Donc la force de tension, elle fait 1,2 cm. Donc la tension a une valeur d'environ 12 newtons. Et la force de soutien, elle fait 1,8 cm. Donc environ 18 newtons. Et vous voyez que 12 et 18, ça fait 30, alors que la force de pesanteur, ça fait 20. Donc, comme d'habitude, on ne peut pas sommer les intensités. Exercice D. Une masse de 2 kg est accrochée au fil qui passe autour de la poulie. Quelle est la force indiquée par le dynamomètre? Donc, vous avez ici une force. Alors, la force de pesanteur, c'est une masse de 2 kg. Donc, ce sera de nouveau 20 newtons. On va utiliser la même échelle. On peut tracer notre force de pesanteur ici, elle fera 2 cm de long. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la masse? Eh bien, la masse, elle est retenue par un fil. Donc là, on va avoir une force de tension qui va s'exprimer vers le haut, parce que les forces transmises par des cordes, on les appelle forces de tension. La poulie va changer la direction de cette force de tension sans changer son intensité. Donc la poulie va transmettre cette force, enfin la corde par l'intermédiaire de la poulie va transmettre cette force ici. Ok, ça c'est de nouveau la force de tension. Et donc le dynamomètre va réagir par un allongement du ressort jusqu'à ce que la force du ressort soit suffisante pour compenser la force de tension. Et à ce moment-là, le dynamomètre va se stabiliser. Alors, quelle est l'intensité de cette force du ressort? Eh bien, l'intensité, elle est bien sûr de 20 newtons. C'est la même intensité que la force de pesanteur qui est là. Voilà. Exercice suivant, ça devrait aller vite. Un objet soumis à plusieurs forces, comme indiqué ci-dessous, dans chaque situation, déterminer si l'objet en question est à l'équilibre. S'il n'est pas à l'équilibre, déterminer et représenter en bleu la force supplémentaire F0 qu'il faudrait exercer pour que l'objet soit à l'équilibre. Bon, alors je vous laisse faire l'exercice, on se revoit tout à l'heure. Bien, intuitivement, lesquels de ces diagrammes de force sont à l'équilibre, lesquels ne le sont pas? Eh bien, tous ceux pour lesquels vous avez une seule force qui tire, ou deux forces qui tirent un peu dans la même direction, tous ceux-là ne sont pas à l'équilibre, et celui-ci nous semble être à peu près à l'équilibre, à vérifier. Quand les objets, quand les forces ne sont pas à l'équilibre, il faut ajouter une force en bleu, on nous a dit. Il faut ajouter une force qui équilibre le système. Là, vous avez une seule force, donc si vous voulez l'équilibrer, vous allez tracer un vecteur de même intensité et opposé. Okay, donc là, vous allez introduire votre vecteur F0. F0 parce qu'on vous dit de l'appeler F0, donc ça fait partie de votre réponse. Quand vous donnez une réponse, il faut mettre une légende à cette réponse, dire que c'est F0. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qui se passe? Dans le deuxième cas, vous avez deux forces. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous devez déterminer la résultante de ces deux forces par la méthode du parallélogramme, par exemple. Voilà. Et vous avez donc maintenant la résultante de ces deux forces qui se trouve ici. Alors si on veut équilibrer le système, eh bien il faut introduire une force F0 qui est bien sûr l'opposé de
la force résultante, ça fait 4,3 cm à peu près. Et manque de bol, ça va arriver exactement là où j'ai écrit F0. Ça arrive tellement là que ça me l'efface. Et puis je vais réécrire F0 ici. Et ça, c'est le F0 pour cette flèche-là. Okay, cette flèche-là, c'est la force que je dois ajouter au système pour l'équilibrer. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a deux forces vers le haut, donc on va les sommer. Donc je vais tracer une parallèle à cette force-là qui passe par le sommet de celle-là. Ça va nous donner quelque chose qui va être un peu sur le texte. Et puis ici, je vais tracer une parallèle à cette force-là. Voilà. Et donc, j'obtiens ici comme force résultante cette force vers le haut. Et je dois donc introduire maintenant une force vers le bas de même longueur. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis désolé, c'est un peu bête. Et puis, en plus, j'arrive pas à lire. Le 4, il est là. Elle fait à peu près 4 cm. Voilà. La flèche, elle arrive en gros en bas de la page. Et ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à voir avec le fait que la page se termine, ça correspond à peu près à mes dimensions, aux dimensions de la force, du vecteur force que je vais ajouter. Dernier cas, on a trois flèches, alors on a envie de dire que c'est équilibré, mais enfin c'est pas tout à fait clair, donc vérifions. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si des forces sont équilibrées? Eh bien on fait la somme des forces. Donc là, on a un vecteur qui fait 2,4 de long, qui est horizontal. Donc on va le mettre, ce vecteur, bout à bout avec le vecteur qui est là. Et donc 2,4 cm, ça fait par ici. Et ensuite, on va ajouter le vecteur qui est là. Le vecteur qui est là, il fait 2,5 cm de long. Il est dans cette direction. Donc je vais tracer comme ça ma parallèle. Si je fais 2,5 cm de long, j'arrive là. Donc oui, c'est à peu près équilibré, mais non, pas tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tracer notre force résultante qui est là. Ok, on va tracer notre force résultante qui est là. Et la force F0 qu'il faudrait pour équilibrer ce système, c'est une toute petite force ici qui est opposée à la force résultante. Voilà. Passons à la page suivante. Là, vous avez un magnifique exercice avec un pendentif d'une masse de 200 grammes qui est suspendu par une chaînette. Et on vous demande de déterminer sur ce dessin les trois forces subies par le nœud. Le nœud, c'est ce point-là. Okay? Si on veut faire un diagramme des forces dans une situation comme ça, on va pas mettre le point au milieu du pendentif. Parce qu'après, comment est-ce qu'on met au milieu du pendentif les forces qui s'exercent dans les cordes? C'est compliqué. Donc la force de pesanteur du pendentif, on peut la ramener au niveau du nœud. Alors si vous voulez qu'on fasse des choses de manière précise, on peut. Okay, mais ça va surcharger le dessin. Ce qu'il faudrait faire, c'est le pendentif est là. On a la force de pesanteur vers le bas. Cette force de pesanteur est compensée par une force de traction dans le fil. Et puis, le fil reproduit cette force de pesanteur ici au niveau du nœud. Mais je ne vais pas faire tout ça. Je vais simplement représenter la force de pesanteur au niveau du nœud. Alors, on vous dit que vous avez une masse de 200 grammes. Donc, notez, faites votre mise en place. Mais quand vous notez, habituez-vous à mettre la masse en kilos pour éviter de vous tromper et puis d'écrire des grammes. Okay? Mettez votre masse en kilos et calculez la force de pesanteur qui est environ la masse fois G avec un G qu'on prend à 10. Et ça va nous faire 2 newtons. Avec une échelle de 1 cm pour 1 newton, ça va donc nous faire une flèche de 2 cm. Et donc, on va pouvoir tracer maintenant vers le bas la force de pesanteur qui agit ici
au niveau du nœud à cause du poids du pendentif. Voilà, on a FP. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour déterminer la force dans les cordes? Essayez de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on trace moins FP parce qu'il faut que ce FP soit compensé. Donc on va tracer ici moins FP, d'accord? Et puis ce moins FP, il faut qu'on le décompose dans les directions des cordes parce que c'est dans ces directions-là qu'on veut déterminer la force. Donc on va tracer une parallèle à une des cordes, on va tracer une parallèle à l'autre corde, et donc on va obtenir ici une force le long de cette corde-là qu'on va appeler T2 pour tension 2, et on va ici pouvoir construire une force T1 qui est la tension dans la corde 1. Okay. Et maintenant, vous pouvez écrire un certain nombre d'identités entre ces forces. Vous pouvez écrire que Fp plus T1 plus T2 est égal à 0. Ça, c'est la condition d'équilibre. Somme des forces égale 0 parce que le pendentif ne bouge pas. Vous pouvez écrire que Fp est égal à moins T1 moins T2. Ça revient au même, on a simplement passé T1 et T2 de l'autre côté. Vous pouvez, en changeant les signes, écrire que moins Fp est égal à T1 plus T2. Vous voyez que ça marche toujours. T1 plus T2, ils sont là. Leur somme, c'est effectivement moins Fp. La seule chose que vous ne pouvez pas écrire, c'est ça, Fp égale T1 plus T2. Ça, c'est faux. C'est une identité sur les intensités, pas sur les vecteurs. Voilà. Exercice suivant, je vous le laisse faire. Il faut de nouveau déterminer les forces de frottement, de soutien et leur intensité. C'est très semblable à ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez la masse du plot. Je vous laisse faire l'exercice et revenez dans un instant. Voilà. Donc, on a ce plot de masse 3 kg. Donc, la force de pesanteur, c'est M fois G. Ça va faire environ 30 newtons, donc ça c'est la question A. Ok. À vous de définir une échelle convenable. Alors, qu'est-ce que vous voulez définir comme échelle? Eh bien, on va évidemment prendre 1 cm pour 10 newtons. Ne vous compliquez jamais la vie avec une échelle. Ok. Prenez toujours des chiffres ronds ici. Prenez des 5, des 10, des 50, des 100. Ne prenez pas 12,5 parce que vous allez vous embêter avec ça. Okay. 1 cm pour 10 newtons. Alors, comment est-ce que je représente cette force? Je trace un point au milieu de ma masse, et puis je vais donc tracer un vecteur de 3 cm de long, qui est dirigé vers le bas. 3. Voilà. Ça, c'est mon vecteur force de pesanteur. Dessiner la force de 1, dessiner les forces de frottement et de soutien qu'il subit. Alors les forces de frottement et les forces de soutien, on a vu que celles-là, elles venaient de moins Fp. Ce sont les forces qui compensent Fp. Donc on trace moins Fp. On trace les deux directions qui nous intéressent dans ce cas physique, qui sont la direction du mouvement parallèle au plan et la direction perpendiculaire au plan. Je suis un peu désolé, c'est toujours la même chose, mais bon, c'est un peu toujours le même genre d'exercice. Et maintenant, on va donc décomposer notre force moins Fp en deux composantes, une dans la direction du mouvement et une dans la direction perpendiculaire au mouvement. Alors cette force-là, comme tout à l'heure, c'est nécessairement la force de frottement. Et cette force-ci, comme tout à l'heure aussi, c'est la force de soutien. Ça, c'était donc la question
B. Et la question C, les questions C et D, c'est les intensités. C'est l'intensité de la force de frottement. Mesurée là, elle fait 1,9 cm. Donc la force de frottement, elle vaut environ 19 newtons. Et puis la force de soutien, vous la mesurez, elle fait 2,5 cm. Donc la force de soutien est d'environ 25 newtons. Voilà. Muy bien, on passe à la dernière page, les deux derniers exercices. Une boule de 7,5 kg est retenue immobile par une corde et un mur, comme indiqué ci-dessous, indiqué en français tous les couples de vecteurs. Alors ça, c'est une chose que j'ai sautée dans le cours. Et c'est pas dans les conditions actuelles que je vais y revenir. Donc cette question-là, on ne va pas la faire. On vous demande de dessiner aussi précisément possible les vecteurs force agissant sur la boule en choisissant une échelle convenable que vous indiquerez. La longueur représentant la force de pesanteur doit être d'au minimum 3 cm, mais le problème c'est que si on fait ça, on va sortir du dessin, donc ici on va dire doit être au maximum de 3 cm. Okay, au maximum de 4 cm. Allez, comme ça marchera bien. Donc je vous laisse faire cet exercice et revenez dans un instant avec moi. Voilà. Alors, vous avez, pour la question B, vous avez une masse de 7,5 kg. Donc la force de pesanteur, ce sera environ la masse fois un G approximé à 10, ce qui vous fait 75 newtons. Okay. Alors 75 newtons, si vous choisissez comme échelle, parce qu'il faut trouver l'échelle, si vous choisissez 1 cm pour 10 newtons, ça vous fera une flèche de 7 cm. Choisissez 1 cm pour 20 newtons, ça vous fera une flèche de 3,75 cm, donc moins de 4, c'est parfait. Ok. Donc là, on a 3,75 cm. Donc je vais maintenant dessiner une flèche de 3,75 cm. Hop, vers le bas pour la force de pesanteur. La force s'arrête au bout de la flèche. Le petit bout là, il est en trop. Bien, alors maintenant, ça c'est un peu, ça vous paraît peut-être un peu compliqué. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Eh bien, posez-vous la question. D'abord, construisez mon SP et posez-vous la question de savoir dans quelle direction est-ce que on est intéressé à connaître les forces. Okay? Eh bien, les deux directions dans lesquelles on est intéressé à connaître nos forces, c'est d'une part la direction de la corde, parce que c'est là que s'exerce la tension qui empêche la corde de tomber, et deuxièmement, vous allez avoir une réaction du mur, vous allez avoir une force de soutien exercée par le mur, donc vous allez avoir besoin d'une deuxième force dans la direction perpendiculaire au mur. Alors maintenant que vous avez ça, c'est pratiquement terminé, vous faites vos projections, vous tracez le parallélogramme pour lequel cette force mon FP est la diagonale, et vous tracez ça, vous tracez une parallèle à la direction horizontale, vous tracez une parallèle à la direction de la corde. Voilà. Et on se retrouve comme ça avec deux forces. Une force qu'on va appeler Fm pour F mur, et puis une force qu'on va appeler, je sais pas, FC pour F corde ou un truc comme ça. FC pour F corde. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une force qui s'exerce sur la corde, mais il y a aussi une force qui s'exerce contre le mur, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas le mur, cette boule, elle serait suspendue verticalement, alors que là, elle n'est pas suspendue verticalement. Et puis maintenant, on vous demande la tension dans la corde, c'est la question C. Eh bien, la tension dans la corde, vous pouvez
l'estimer en mesurant le vecteur. Vous voyez que votre vecteur, il fait 4,3 cm. Alors 4,3 cm, ça fait une force de la corde, pardon, sans la petite flèche, qui est d'environ 86 newtons, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, 86 newtons. Ok? Excusez-moi de bouger la feuille comme ça. Voilà. Et puis, le dernier exercice, on va le faire encore. Un chaudron est retenu immobile au-dessus d'un feu par une chaîne qui est reliée sans S à deux cordes qui chacune forment un angle de 55 degrés avec la verticale. Bon. Alors déjà, vérifions si cet angle-là est de 55 degrés. Non, cet angle-là n'est pas de 55 degrés. Cet angle-là est de 45 degrés. Okay, donc le dessin ici est un dessin qui est donné à titre indicatif, mais qui est en fait faux. Et donc si je veux refaire les choses correctement, je vais refaire un dessin ici, en mettant le nœud à cet endroit-là, en traçant une verticale, et à partir de cette verticale, je vais mesurer deux angles de 55 degrés, un qui est là, et l'autre qui est de l'autre côté. Alors entraînez-vous si vous n'avez pas l'habitude à mesurer des angles comme ça. L'angle commence là, et donc les 55 degrés, ils arrivent ici. Donc là, j'ai mes angles corrects maintenant de 55 degrés. Et puis, j'ai là en bas le chaudron. Alors, je ne vais pas redessiner le chaudron, parce que là, maintenant, on est dans l'abstraction. Et on va répondre aux questions. Question A. Quelle est la force résultante agissante sur le point A? Ah ah! Qu'est-ce que vous en pensez? En principe, ça, vous devriez savoir me le dire sans réfléchir. Enfin, en réfléchissant, oui, mais sans faire de calcul. Okay? Quelle est la force résultante qui agit au point A? La force résultante qui agit au point A, c'est bien sûr 0. Parce que le chaudron est à l'équilibre, il est immobile, il ne bouge pas. Il est au-dessus du feu. Ok? Donc, théoriquement, la force résultante, elle doit être de 0. Et pratiquement aussi, elle est de 0. Dessinez toutes les forces agissant sur le point A, indiquez l'échelle utilisée. Très bien. Alors, on connaît, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la tension dans chacune des deux cordes est de 320 newtons. Ah, bon, très bien. Alors, si la tension dans chacune des cordes vaut 320 newtons, qu'est-ce que je vais utiliser comme échelle, à votre avis? Eh bien, je pense qu'une échelle de 100 newtons pour 1 cm serait particulièrement bienvenue. Très bien. Donc, je vais tracer ici un vecteur de 3,2 cm de long pour la tension dans la corde 2. Et je vais tracer là un vecteur de 3,2 cm de long pour la tension dans la corde 1. Et maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer le poids de la... J'ai pas enregistré.